Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, un malentendu, version de la femme. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi m'en veut-il? Je n'y comprends rien. J'ai pourtant tout fait pour le rendre heureux. Mon Dieu, je ne dis pas qu'au lieu d'un poète, je n'aurais pas mieux aimé épouser un notaire, un avoué, quelque chose de plus posé, de moins en l'air comme profession. Mais enfin, tel qu'il était, il me plaisait. Je le trouvais un peu exalté, mais gentil tout de même, bien élevé. Puis il avait quelque fortune, et je pensais qu'une fois marié, sa poésie ne l'empêcherait pas de chercher une bonne place, ce qui nous mettrait tout à fait à l'aise. Lui aussi, dans ce temps-là, me trouvait à son idée. Quand il venait me voir chez ma tante à la campagne, il n'avait pas assez de paroles pour admirer l'ordre et l'arrangement de notre petit logis tenu comme un couvent. « C'est amusant, disait-il. » Il riait, m'appelait de toutes sortes de noms pris dans des poèmes, des romans qu'il avait lus. Cela me choquait un peu, je l'avoue. Je l'aurais voulu plus sérieux. Mais ce n'est que quand nous avons été mariés, installés à Paris, que j'ai senti la différence de nos deux natures. Moi qui rêvais un tout petit intérieur bien tenu, clair et propret, je l'ai vu tout de suite encombrer notre appartement de meubles inutiles, passés de mode, perdus de poussière, avec des tapisseries fanées et si anciennes. Pour tout, ça a été la même chose. Concevez-vous qu'il m'a fait mettre au grenier une très belle pendule Empire qui me venait de ma tante, et des tableaux magnifiquement encadrés, donnés par des amis de pension. Il trouvait cela hideux. J'en suis encore à me demander pourquoi. Car enfin, son cabinet de travail était un ramassis de vieilles toiles enfumées, de statuettes que j'avais honte de regarder, d'antiquailles ébréchées, bonnes à rien, de chandeliers pleins de verre de grille, de vases où fuyait l'eau, des tasses dépareillées. À côté de mon beau piano en palissandre, il en avait mis un petit tout vilain, tout écaillé, où manquait la moitié des notes, et si usé qu'on l'entendait à peine. À part moi, je commençais à me dire « Ah ça, mais un artiste, c'est donc un peu un fou. Il n'aime que des choses inutiles, il méprise tout ce qui peut servir. » Quand je vis ses amis, le monde qu'ils recevaient, ce fut bien pire. Des gens à cheveux longs, à grande barbe, mal peignés, mal habillés, qui ne se gênaient pas pour fumer devant moi et me faisaient mal à entendre tellement leurs idées se trouvaient à l'envers des miennes. C'étaient de grands mots, de grandes phrases, rien de naturel, rien de simple. Avec cela, pas la moindre notion des convenances. Vous pouviez les avoir à dîner 20 fois de suite, jamais une visite, jamais une politesse. Pas même une carte, un bonbon au jour de l'an, rien. Quelques-uns de ces messieurs étaient mariés et nous amenaient leurs femmes. Il fallait voir le genre de ces personnes-là. À tous les jours des toilettes superbes, comme je n'en porterai jamais, Dieu merci. Et si mal arrangées, sans ordre ni méthode. Des cheveux bouffants, des jupes traînantes, puis des talents qu'elles montraient effrontément. Il y en avait qui chantaient comme des actrices, jouaient du piano comme des professeurs, toutes bavardaient de tout comme des hommes. Est-ce raisonnable, je vous le demande? Est-ce que des femmes sérieuses, une fois mariées, doivent penser à autre chose qu'aux soins de l'intérieur? C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à mon mari, qui était peiné de me voir abandonner la musique. La musique, c'est bon quand on a une petite fille et qu'on n'a rien de mieux à faire. Mais franchement, je me serais trouvé ridicule à me mettre tous les jours devant un piano. Oh, je le sais bien. Son grand grief contre moi, c'est que j'ai voulu l'arracher à cet étrange milieu si dangereux pour lui. Vous avez éloigné tous mes amis, me reproche-t-il si souvent.
Oui, je l'ai fait. Et je ne m'en repens pas. Ces gens-là auraient fini par me le rendre fou. Quelquefois, en les quittant, ils passaient la nuit à rimailler, à se promener de long en large en parlant haut, comme s'il n'était pas déjà assez bizarre, assez original par lui-même, sans qu'on vînt encore l'exciter. En ai-je supporté des caprices, des lubies? Tout à coup, le matin, il arrivait dans ma chambre. « Vite, ton chapeau, nous allons à la campagne. » Il fallait tout laisser là, la couture, le ménage, prendre des voitures, des chemins de fer, dépenser un argent. Et moi qui ne songeais qu'à l'économiser. Car enfin, ce n'est pas avec 15 000 francs de rente qu'on est riche à Paris et qu'on fait un avoir à ses enfants. Dans le commencement, il riait de mes observations, tâchait de me faire rire. Puis, quand il a vu ma ferme intention de rester sérieuse, il m'en a voulu de ma simplicité, de mes goûts d'intérieur. Est-ce ma faute à moi si je déteste le théâtre, les concerts, toutes ces soirées artistiques où il voulait m'entraîner et où il retrouvait ses connaissances d'autrefois, un tas d'écervelés, de bohèmes, de dissipateurs. À un moment, j'avais cru qu'il deviendrait plus raisonnable. J'étais parvenu à le sortir de son vilain monde, à nous faire un entourage de gens sensés, bien posés, à lui créer des relations utiles. Eh bien non, monsieur s'ennuyait. Il s'ennuyait du matin au soir. À nos petites soirées, où j'installais un whist, un thé, tout ce qu'il fallait, il apportait une figure, une humeur. Quand nous étions seuls, la même chose. Pourtant, j'étais pleine d'attention. Je lui disais « Lis-moi un peu ce que tu fais ». Il me récitait des vers, des tirades. Je n'y comprenais rien, mais j'avais l'air de m'y intéresser. Et par-ci, par-là, je faisais au hasard une petite remarque qui, du reste, avait le don de l'agacer toujours. En un an, en travaillant jour et nuit, il n'a pu faire de toutes ces rimes qu'un seul livre qui ne s'est pas vendu du tout. Je lui ai dit « Ah, tu vois bien !» Par raison, pour l'amener à quelque chose de mieux compris, de plus productif. Il a eu une colère épouvantable, et depuis, une tristesse perpétuelle qui me rendait très malheureuse. Mes amis me conseillaient de leur mieux. Voyez-vous, ma chère, c'est l'ennui, la mauvaise humeur d'un homme inoccupé. S'il travaillait un peu plus, il ne serait pas aussi sombre. Alors, je me suis mise en quête, et tout le monde autour de moi, pour lui chercher une place. J'ai remué ciel et terre. J'ai fait je ne sais combien de visites à des femmes de secrétaires généraux, de chefs de division. Je suis allée jusqu'au cabinet du ministre, tout cela sans l'avertir. C'était une surprise que je lui réservais. Je me disais, nous verrons bien s'il sera content cette fois. Enfin, le jour où j'ai reçu sa nomination, une belle enveloppe à 5 cachets, je suis allée la porter sur sa table, folle de joie. C'était l'avenir assuré, l'aisance, le calme du travail, le contentement de soi. Savez-vous ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit qu'il ne me pardonnerait jamais. Après quoi, il a déchiré la lettre en 1000 morceaux et il s'est sauvé en battant des portes. Oh, ces artistes, ces pauvres têtes détraquées qui prennent la vie à rebours. Que devenir avec un homme pareil ? On me l'avait bien dit, c'est un fou. À quoi bon lui parler d'ailleurs ? Nous n'avons pas la même langue. Il ne me comprendrait pas plus que je ne le comprends. Et maintenant, nous sommes là, tous deux, à nous regarder. Je sens de la haine dans ses yeux. Et pourtant, j'ai de l'affection pour lui. C'est bien pénible. Version du mari. J'avais pensé à tout, pris toutes mes précautions. Je ne voulais pas d'une Parisienne parce que les Parisiennes me faisaient peur. Je ne voulais pas d'une femme riche qui m'apporterait avec elle tout un train d'exigences. Je craignais aussi la famille, ce terrible enlacement d'affections bourgeoises, accapareuses, qui vous emprisonne, vous rapetisse, vous étouffe.
Ma femme était bien ce que je rêvais. Je me disais, elle me devra tout. Quelle joie de former cet esprit naïf aux belles choses, d'initier cette âme pure à mes enthousiasmes, à mes espérances, de donner la vie à cette statue. C'est qu'elle avait l'air, en effet, d'une statue, avec ses grands yeux sérieux et calmes, son profil grec si régulier, ses traits légèrement arrêtés et sévères, mais adoucis par le flou des jeunes visages, ce duvet nuancé de rose, l'ombre des cheveux soulevés. Joignez à cela un petit accent provincial qui faisait ma joie, que j'écoutais les yeux fermés, comme un souvenir d'heureuse enfance, l'écho d'une vie tranquille, dans un coin bien loin, bien ignoré. Et dire que maintenant, cet accent-là m'est devenu insupportable. Mais alors, j'avais la foi. J'aimais, j'étais heureux, disposé à l'être encore plus. Plein d'ardeur au travail, j'avais, sitôt marié, commencé un nouveau poème, et le soir, je lui lisais des vers de la journée. Je voulais la faire entrer complètement dans mon existence. Les premières fois, elle me disait « c'est gentil », et je lui étais reconnaissant de cette approbation enfantine, espérant qu'à la longue, elle comprendrait mieux ce qui faisait ma vie. La malheureuse, comme j'ai dû l'assommer. Après lui avoir lu mes vers, je les lui expliquais, cherchant dans ses beaux yeux étonnés la lueur attendue, croyant l'y voir toujours. Je l'obligeais à me donner son avis et je glissais sur les sottises pour retenir seulement ce que le hasard lui inspirait de bon. J'aurais tant désiré en faire ma vraie femme, la femme d'un artiste. Mais non, elle ne comprenait pas. J'avais beau lui lire de grands poètes, m'adresser aux plus forts, aux plus tendres, les rimes d'or des poèmes d'amour tombaient devant elle avec l'ennui et la froideur d'une averse. Une fois, je me souviens, nous lisions La Nuit d'octobre. Elle m'interrompit pour me demander quelque chose de plus sérieux. J'essayais alors de lui expliquer qu'il n'y a rien de plus sérieux au monde que la poésie, qui est l'essence même de la vie et flotte au-dessus d'elle comme une lumière vibrante où les mots, les pensées s'élèvent et se transfigurent. Oh, le sourire dédaigneux de sa jolie bouche et la condescendance du regard. On eût dit que c'était un enfant ou un fou qui lui parlait. Ce que je dépensais ainsi de force, d'éloquence inutile. Rien n'y pouvait. Je me butais perpétuellement à ce qu'elle appelait le bon sens, la raison, cette excuse éternelle des cœurs secs et des esprits étroits. Et ce n'est pas seulement la poésie qui l'ennuyait. Avant notre mariage, je l'avais crue musicienne. Elle paraissait comprendre les morceaux qu'elle jouait, soulignés par son professeur. À peine mariée, elle a fermé son piano, renoncé à la musique. Savez-vous rien de plus triste que cet abandon par la jeune femme de tout ce qui plaisait dans la jeune fille? La réplique donnée, le rôle fini, l'ingénu quitte son costume. Tout cela n'était qu'en vue du mariage, une surface de petits talents, de jolis sourires et de passagère élégance. Chez elle, le changement a été instantané. J'avais d'abord espéré que le goût que je ne pouvais pas lui donner, l'intelligence de l'art, des belles choses, lui viendrait malgré elle dans cet admirable Paris où les yeux, l'esprit s'affinent sans s'en douter. Mais que faire d'une femme qui ne sait pas ouvrir un livre, regarder un tableau, que tout ennuie, qui ne veut rien voir? Je compris qu'il fallait me résigner à n'avoir près de moi qu'une ménagère active et économe, oh, très économe. La femme selon Proudhon, rien de plus. J'en aurais pris mon parti, tant d'artistes sont dans mon cas, mais ce rôle modeste ne lui suffisait pas. Peu à peu, sournoisement, silencieusement, elle est arrivée à éloigner tous mes amis. Devant elle, nous ne nous gênions pas, nous parlions comme par le passé.
et de nos exagérations artistiques, de ces axiomes fous, de ces paradoxes où l'idée se travestit pour mieux sourire, elle ne comprenait ni la fantaisie ni l'ironie. Tout cela ne faisait que l'irriter et la confondre. Assise dans un petit coin du salon, elle écoutait sans rien dire, se promettant bien d'éliminer un à un tous ceux qui la choquaient si fort. Malgré le bon accueil apparent, on sentait déjà chez moi ce petit courant d'air froid qui vous avertit que la porte est entr'ouverte et qu'il sera bientôt temps de s'en aller. Mes amis partis, elle les a remplacés par les siens. Je me suis vue envahir par un monde inepte, étranger à l'art, ennuyeux et méprisant profondément la poésie, parce que ça ne rapporte pas. Exprès, on citait très haut devant moi les noms des faiseurs à la mode, des fabricants de pièces et de romans à la douzaine. Un tel gagne beaucoup d'argent. Gagner de l'argent. Tout est là pour ces monstres, et j'avais la douleur de voir ma femme penser avec eux. Dans ce milieu sinistre, toutes ces habitudes provinciales, ces vues mesquines et bornées, s'étaient rétrécies encore en une incroyable avarice. 15 000 francs de rente. Il me semblait pourtant qu'avec cela on pouvait vivre sans souci du lendemain. Eh bien non. Je l'entendais toujours se plaindre, parler d'économie, de réforme, de placements avantageux. À mesure qu'elle m'envahissait de ces petits détails bêtes, je sentais s'en aller de moi le goût et le désir du travail. Parfois, elle venait près de ma table, feuilletait dédaigneusement les vers commencés. « Que ça » disait-elle, en comptant les heures perdues sur ces insignifiantes petites lignes. Ah, si j'avais voulu l'écouter. Ce beau nom de poète, que j'ai mis tant d'années à me faire, traînerait maintenant dans la boue noire des productions à outrance. Et quand je pense qu'à cette même femme, j'avais livré d'abord tout mon cœur, tous mes rêves, quand je pense que ce dédain qu'elle me témoigne, parce que je ne gagne pas d'argent, date des premiers moments du mariage. Vraiment, j'en ai honte pour moi et pour elle. Je ne gagne pas d'argent. Cela explique tout. Le reproche de son regard, son admiration pour les banalités productives, jusqu'à cette démarche qu'elle a faite dernièrement pour m'obtenir je ne sais quelle place dans un bureau de ministère. Par exemple, j'ai résisté. Il ne me reste plus que cela, une volonté inerte, faite à tous les assauts, à toutes les persuasions. Elle peut parler pendant des heures, me glacer de son plus froid sourire, ma pensée lui échappe toujours. Et nous en sommes là, mariés, condamnés à vivre ensemble, des lieues entières nous séparent, et nous sommes trop las, trop découragés pour tenter un pas l'un vers l'autre. En voilà pour la vie, c'est horrible.